Dans les années 60, l'histoire de la mafia prit un tour radicalement différent quand l'organisation sicilienne décida d'inonder le marché des États-Unis avec une drogue extrêmement dangereuse, l'héroïne. Grâce à elle, la mafia devint une organisation internationale, engrangeant des sommes véritablement colossales. Mais ce qui fit sa richesse fut aussi le germe de sa destruction. Dans les rues s'affrontèrent une nouvelle génération de mafiosi impitoyables et de policiers désormais prêts à tous les risques pour infiltrer la mafia. L'enjeu de cette guerre sans merci, des milliards de dollars, des millions de vies et l'avenir même de l'Amérique. À la fin des années 60, la toxicomanie est en hausse dans les villes américaines et le taux de criminalité augmente. Le gouvernement se voit obligé de prendre des mesures. En 1971, le président Nixon déclare la guerre à la drogue. Un an plus tard, les forces de police remportent une bataille décisive en démantelant la French Connection, un réseau de trafiquants basé à Marseille. Les laboratoires français fournissaient de telles quantités au marché américain que leur disparition provoque une véritable pénurie dans les rues. Personne ne se doute que ce succès va provoquer un désastre. Cette offensive contre la French Connection va indirectement laisser la voie libre à une organisation bien plus dangereuse, la mafia sicilienne. Dans les années qui suivent, celle-ci va s'emparer du marché et nouer des liens avec un des mafiosi les plus craints des États-Unis, Carmine Galante. En 1974, 2 ans après le démantèlement du réseau français, Carmine Galante sort de prison, prêt à submerger l'Amérique sous une nouvelle source d'approvisionnement en héroïne. Grâce à lui, la mafia devient une entreprise internationale de trafic de drogue. Membre de la famille Bonanno, Carmine Galante a un lourd passé de trafiquant de drogue et une réputation de gangster dur et cruel. Un incident survenu à la prison de Lewisburg, où il purgeait une peine pour trafic de drogue, illustre bien sa personnalité. Ça s'est passé le jour du téléphone, quand les détenus faisaient la queue pour passer leur coup de fil. Il se trouvait dans une section regroupant les pires criminels noirs qu'on puisse imaginer, assassins, gros bras, etc. Il a remonté toute la queue et arraché le téléphone des mains d'un détenu noir en lui disant « Barre-toi de là ». Ils étaient 200 autour de lui. Pas un seul n'a osé moufter. Lorsque Galante sort de prison, la famille Bonanno est en pleine crise. Ses chefs sont en exil ou en prison. Sans personne pour s'opposer à lui, Carmine Galante devient le chef du clan Bonanno. Sa priorité est de mettre sur pied un réseau de trafic d'héroïne. En 5 ans à peine, il transforme le visage de la mafia américaine. Avec lui, elle entre dans une ère de bénéfices et de violence sans précédent. Désormais, il est dans la position idéale pour monter un réseau de trafic d'héroïne encore plus important que la French Connection. Il est le chef de la famille Bonanno et parallèlement, le trafic s'est implanté en Sicile, où il a ses racines. Carmine Galante est né à New York, mais sa famille est originaire de la ville de Castellammare del Golfo, dans le nord-ouest de la Sicile. Les Siciliens ont commencé à immigrer en Amérique il y a un siècle, mais beaucoup de leurs descendants ont gardé des liens très forts avec leur pays d'origine. Galante ne fait pas exception. Il compte exploiter ses relations avec la mafia sicilienne pour prendre le monopole du marché américain de l'héroïne. C'est le début d'une ère nouvelle dans l'histoire de la mafia. Jusque-là, les organisations siciliennes et américaines opéraient indépendamment l'une de l'autre.
La French Connection démantelée, la mafia sicilienne décide de s'emparer du créneau. Or, il n'y a pas plus rentable que le marché américain. Les Siciliens mettent sur pied un système sophistiqué pour acheminer la drogue. Par bateau, leurs fournisseurs pakistanais expédient l'opium semi-brut d'Asie via la Turquie jusqu'au lieu de rendez-vous au large des côtes siciliennes. Un émetteur ancré sur le fond marin prévient les Siciliens de l'arrivée du bateau. Une fois la nuit tombée, un hors-bord va chercher la cargaison. L'opium base est transformé en héroïne dans les laboratoires clandestins dans l'ouest de l'île. Des 3 chefs siciliens qui dirigent ce commerce en pleine expansion, l'un d'eux est nettement plus ambitieux, cupide et dangereux que les 2 autres. Toto Riina. Cet homme a l'intention de remanier la mafia sicilienne, tout comme Carmine Galante a remanié la mafia américaine. Cosa Nostra a toujours affirmé respecter le code d'honneur, n'assassinant que par nécessité et évitant de tuer des innocents, des femmes et des enfants. Mais Riina méprise ces règles cardinales. Toto Riina a toujours été un homme bruyant, parlant très fort. Il était extrêmement violent. Il a fondé son empire sur la terreur, n'hésitant pas à tuer. Toto Riina est aussi ambitieux qu'il est sans pitié. Et il est déterminé à devenir le chef absolu de la mafia sicilienne. Pour y parvenir, il va commettre de telles atrocités qu'il sera très vite surnommé la Bête. Au début des années 70, ces laboratoires produisent des tonnes et des tonnes d'héroïne pure. Une marchandise qu'il faut écouler. De l'autre côté de l'Atlantique, Carmine Galante et la mafia américaine ont compris que la revente de l'héroïne sicilienne pourrait rapporter des sommes astronomiques. Mais il y a un problème. L'organisation américaine s'est toujours jurée de ne jamais toucher au trafic de drogue. La mafia de Chicago, baptisée l'Outfit, est une des opposantes les plus virulentes au trafic de stupéfiants. On savait que si on trempait là-dedans, c'était un sale business. C'était comme donner de la drogue à ses propres enfants. Donc c'était tabou. Et si on trempait là-dedans, on se faisait descendre à coup sûr. Pour l'Outfit, il n'est pas question de s'impliquer dans ce trafic tant qu'elle peut gagner de l'argent par des moyens plus acceptables. Ainsi, dans les années 70, Frank Culotta est envoyé à Las Vegas pour contrôler les bénéfices extrêmement juteux des casinos appartenant à la mafia. Les casinos valent à Culotta et ses hommes un respect que la drogue n'aurait jamais pu leur apporter. C'était vraiment génial. On avait absolument tout ce qu'on voulait. Les stars de cinéma tenaient autant à être vus avec nous que nous avec eux. Où qu'on aille, on déroulait le tapis rouge. On était respectés, du moins je le crois. J'espère que je n'étais pas craint, même si parfois la crainte inspire le respect. Mais pour d'autres, les bénéfices astronomiques générés par le trafic de drogue sont irrésistibles. Après des débuts modestes à Brooklyn, Dominic Montillo est devenu membre d'une des grandes familles new-yorkaises, les Gambino. Pendant des années, il s'est occupé du trafic de drogue pour le compte de la mafia. On avait fait passer le mot. Quiconque est pris à trafiquer de la drogue sera exécuté sur le champ. Mais en fait, le vrai message était « Ne vous faites pas prendre ». À l'époque, il n'y avait pas une équipe qui ne soit pas impliquée. Ça rapportait beaucoup trop d'argent pour qu'on crache dessus. La mafia ne veut pas être vue en train de vendre de la drogue, mais elle n'est que trop contente de prendre l'argent. Ce n'était pas pour des questions de morale qu'ils refusaient qu'on touche à la drogue.
mais tout simplement parce que ça aurait attiré l'attention de la police sur la famille. Au-delà de ça, c'est un commerce qui peut rapporter des sommes absolument phénoménales. Les familles new-yorkaises savent qu'elles risquent d'éveiller les soupçons des autorités, mais elles sont prêtes à tenter le coup. En secret, la mafia américaine se lance donc dans le trafic d'héroïne et ne tarde pas à gagner tellement d'argent qu'elle ne sait plus quoi en faire. Force est de constater qu'aux États-Unis, l'héroïne est de nouveau en plein essor. Avec l'arrivée massive d'héroïne sicilienne sur le marché, les chiffres de la toxicomanie grimpent en flèche. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le nombre d'héroïnomanes en Amérique était estimé à 20 000. Au milieu des années 70, ils sont plus d'un demi-million. Le FBI ignore peu ou prou comment de telles quantités de drogue sont introduites dans le pays et qui les importe. Mais cela va changer. Dans les années 50 et 60, les agents du FBI étaient principalement des hommes blancs. Désormais, le bureau a élargi ses critères de sélection et forme de jeunes agents ambitieux issus des mêmes communautés que les membres de la mafia et qui parlent le dialecte sicilien. L'un d'eux est Joe Pistone, plus connu sous le pseudonyme de Donnie Brasco. Joe Pistone est un jeune agent du FBI d'origine sicilienne, dont la mission est d'infiltrer la mafia, ce qui n'a encore jamais été fait. J'ai grandi dans le New Jersey, dans un quartier italien où vivaient des types de la mafia. Et je suis allé au lycée avec les fils de ces hommes. J'ai donc toujours connu la mafia. Ce n'était pas nouveau pour moi quand je suis entré au FBI. J'étais parfaitement au courant des us et coutumes de l'organisation. Joe Pistone a toujours rêvé d'être flic. Quand j'étais ado, ça aurait été très facile pour moi de passer du mauvais côté de la barrière. Je voyais ce qui se passait dans le quartier. Je connaissais toutes les combines. Mais je n'ai jamais eu envie de ça grâce à mes parents. Si j'avais fait la moindre bêtise, mon père m'aurait collé un bon coup de pied dans le derrière. Le 7 juillet 1969, Joe Pistone est nommé agent spécial du FBI. 7 ans plus tard, il disparaît de la circulation et réapparaît sous une autre identité. Tout le monde doit avoir une couverture, une histoire. J'ai choisi un nom, Donnie Brasco, et j'ai décidé qu'il serait cambrioleur, voleur de bijoux, parce que c'est une profession où la violence est rare. Il y a peu de voleurs de bijoux en prison pour meurtre. Mon personnage était quelqu'un de non violent, mais en même temps, il avait quelque chose à offrir. Je pouvais proposer des pierres précieuses et des bijoux en prétendant que je venais de faire un coup. La mission de Pistone est d'infiltrer une famille mafieuse. Les risques sont énormes, mais s'il réussit, il aura une chance de révéler les dessous de cet univers criminel. Une seule erreur et c'est la mort assurée. Pour faire ce boulot, il faut deux choses, des nerfs d'acier et une sacrée résistance mentale. Je ne suis pas quelqu'un qui transpire. En cas d'embrouille, je ne me mets pas à ruisseler et personne ne peut dire si j'ai peur ou pas. Et puis, que voulez-vous faire? Le pire qui puisse arriver, c'est qu'on vous tue, c'est tout. Le FBI veut tout savoir du fonctionnement interne de la mafia. Sa première cible est Carmine Galante, le chef de la famille Bonanno. Grâce aux diamants appartenant au bureau et à ses propres origines siciliennes, Joe Pistone infiltre peu à peu la famille de Galante. Étant d'origine italienne, je connaissais bien la rue et les méthodes de la mafia. On ne parle que quand on vous adresse la parole. On s'occupe de ses oignons et on ne se mêle pas des conversations qui ne vous regardent pas. La mafia ne vous accueille pas à bras ouverts. Il faut attendre, être patient et faire son chemin.
C'est la première impression qu'on donne qui va rester. Il faut faire certaines choses, montrer qu'on connaît la rue, qu'on est des leurs. C'est comme ça qu'on se fait accepter. En mars 1977, Joe Piston commence à traîner sur le territoire des Bonanno et ne tarde pas à être remarqué par les soldats du clan. Un des affranchis dont il fait la connaissance est Lefty Ruggerio. Comme il l'apprend plus tard, Ruggerio est un tueur de la mafia. Lefty aborde Piston en lui demandant de lui vendre des bijoux volés. On m'a présenté un certain Lefty Ruggerio, un vrai de vrai. Il savait tout. C'était une véritable encyclopédie sur la mafia. C'était le professeur idéal pour quiconque voulait apprendre. Fort de mes connaissances de la rue et de la mafia, je ne lui ai posé aucune question. Je n'ai pas cherché à obtenir des informations. Et ça lui a plu. Il a vu que je venais de la rue, que je savais où je mettais les pieds. De plus, en tant que voleur de bijoux, je disposais de pierres précieuses. Et ça aussi, ça lui a plu. Ça représentait de l'argent. L'opération clandestine s'étire sur des mois, puis des années. Peu à peu, Joe Piston devient un visage familier pour la mafia. Mais le danger est toujours très réel. Ancien mafioso, Henry Hill connaît bien les risques que Piston a courus. Il pouvait être démasqué à n'importe quel moment. Il avait des couilles, croyez-moi. En même temps, il en a profité. Il est presque devenu un membre à part entière de l'organisation. Un soir, la couverture de Joe Piston est mise à rude épreuve. Il est conduit dans un bar fréquenté par la mafia et interrogé par 2 soldats. Je ne m'entendais pas avec ces gars-là. Question de personnalité. L'un d'eux m'a dit « On ne croit pas que tu sois celui que tu prétends, un cambrioleur, un voleur de bijoux. Alors, tu as intérêt à être convaincant parce que sinon, tu ne sortiras pas d'ici. » On a passé 5 ou 6 heures là-bas pendant que j'essayais de les persuader que j'étais bien Donnie Brasco. J'ai fini par leur donner le numéro d'un type à Miami censé se porter garant de moi, c'est-à-dire de Donnie Brasco. Un des types est sorti, il est revenu une demi-heure plus tard et il m'a dit « C'est bon, t'es OK ». Joe Piston est très convaincant, au point qu'il s'établit presque une relation père-fils entre Lefty Ruggerio et lui. Il avait de l'affection pour moi, peut-être parce qu'il voyait en moi celui qu'il aurait aimé être, ou le fils qu'il aurait voulu avoir. Il m'a présenté à sa famille, à sa femme, et m'invitait souvent à dîner chez lui. C'est devenu plus qu'un simple rapport de gangster à gangster. À l'été 1977, Piston a gagné la confiance de Lefty. Mais va-t-il réussir à s'introduire dans l'entourage du Big Boss, Carmine Galante? Un soir, Lefty m'a dit « Il faut qu'on aille quelque part. » « Où ça ? » « Je te le dirai quand on y sera. » Galante avait une réunion et nous étions chargés de rester dehors et de surveiller que tout se passe bien. En gros, on montait la garde à l'extérieur. C'est une occasion en or pour Piston. J'ai demandé à Lefty « Est-ce qu'on peut entrer ?» Il m'a répondu « T'es dingue ? Tu peux pas entrer t'asseoir pendant que le boss est en réunion. Il est même pas question que tu le rencontres. Tu sais bien qu'il parle pas au type de ton rang. On attend juste dehors jusqu'à ce qu'ils nous disent qu'on peut y aller. » J'ai eu une grosse poussée d'adrénaline. J'ai pensé à un tas de choses, mais surtout au fait que si j'étais tué, ce serait sous l'identité d'un affranchi, pas d'un agent du FBI.
J'étais un agent infiltré. Personne n'avait jamais réussi à approcher autant un parrain, sans parler de lui servir de garde du corps. Joe Piston n'est pas aussi proche de Galante qu'il le voudrait, mais il parvient malgré tout à glaner des informations importantes. Avant le début de sa mission, le FBI avait quelques idées sur le fonctionnement interne de la mafia. Mais pour la première fois, un de ses agents peut confirmer de l'intérieur la façon dont elle est organisée. Comme Joe Piston l'explique au FBI, chaque famille est structurée comme une formation militaire. Au sommet, le chef de la famille. Directement sous ses ordres, son second et un conseiller appelé consigliere. En dessous, les chefs locaux, chacun à la tête d'un groupe de 5 à 10 hommes. Du fait de cette hiérarchie, il y a plusieurs intermédiaires entre le chef et les soldats qui exécutent les ordres. Il est donc presque toujours impossible d'incriminer le chef de la famille. Ces renseignements sont cruciaux dans la guerre contre la mafia, et ce n'est que le début. Piston parvient aussi à découvrir le secret de l'ascension météorique de Carmine Galante au sein de la mafia new-yorkaise. Joe nous a parlé de Siciliens que les gars de la mafia américaine avaient baptisés les Zips. Pour lui, cela signifiait qu'au sein de la famille Bonanno, c'étaient les membres de la mafia sicilienne que l'on chargeait des exécutions et du trafic d'héroïne. C'était une révélation incroyable. J'ai rencontré quelques Siciliens qui étaient membres de la mafia, mais qui avaient été initiés en Sicile. On les avait fait venir en Amérique, mais ils ne fréquentaient que leur propre clique. Carmine Galante a importé sa garde rapprochée de mafiosi siciliens sans scrupules. Ces deux principaux gardes du corps étaient Cesare Bonaventure et Baldo Amato. Il les avait fait venir de Sicile et ils ne le quittaient pas d'une semelle. Je pense qu'il avait fait appel à des Siciliens parce qu'il se sentait plus en sécurité avec eux. Il pensait qu'ils étaient plus fidèles à la tradition, pas encore américanisés. Mais l'arrivée de ces deux gardes du corps fait des vagues au sein de la famille Bonanno. Il y avait des frictions entre les membres de la mafia américaine et les Siciliens, même s'ils étaient entrés dans la famille par des mariages. Pour Lefty, Sonny et les autres Américains, les Siciliens cherchaient à prendre le contrôle de la famille. C'est pour ça que les Américains se méfiaient d'eux et ne les aimaient pas. Les mafias américaines et siciliennes ne sont pas taillées sur le même modèle. Autrefois, les Siciliens respectaient certaines règles et traditions, mais c'est en train de changer. Ils tuaient n'importe qui. Nous avions des règles, aussi étranges que cela puisse paraître. Par exemple, il fallait obtenir l'autorisation de faire un certain travail. On ne pouvait pas abattre un type sous les yeux de sa famille. Eux n'avaient pas de telles règles. Cette nouvelle génération de Siciliens sans foi ni loi est issue d'un clan originaire de Corleone, une petite ville isolée au cœur des montagnes de Sicile. Les mafiosi de Corleone sont différents. Ils sont durs, extrêmement féroces. C'est vraisemblablement leur mode de vie paysan qui leur a appris à résister à tout. La prison n'effraie pas les Corléonais, ils n'ont pas peur de mourir et restent toujours fidèles à leur chef. Les Corléonais ont pris le pouvoir au sein de la mafia sicilienne en bafouant toutes les règles et en tuant sans l'autorisation de quiconque. Dans la mafia américaine, l'obéissance au supérieur est profondément ancrée dans la tradition. En 1931, le parrain Lucky Luciano avait créé un organe baptisé la Commission, sorte de conseil d'administration de la mafia,
où les chefs de chaque famille se réunissaient pour régler les différends et mettre au point leur stratégie. La commission fait régner la discipline dans les familles en guerre. Les règles édictées changent peu au fil des années. Une de ces règles stipule qu'il est interdit de tuer qui que ce soit sans l'approbation du chef de sa famille. À Las Vegas, Frank Cullotta manque d'en payer le prix lorsqu'il enfreint involontairement la règle à cause de son chef sans scrupules, Tony Spilotro. Je connaissais Tony depuis l'enfance. C'était un très bon ami. Comme je l'ai toujours dit, ce sont vos très bons amis qui vous font tuer. Le jour où il m'a donné l'ordre de buter un type, je lui ai demandé s'il avait eu le feu vert de la famille. Il m'a juré que oui. En fait, c'était complètement faux. Après coup, il a reçu un coup de fil d'un des chefs qui lui a demandé « À quoi vous jouez là-bas » Éliminer quelqu'un sans l'autorisation de Chicago revient à enfreindre la loi. Il n'y a qu'une punition, la mort. Tony Spilotro décide alors de faire porter le chapeau à Frank Cullotta. Il a menti. Il m'a fait porter le chapeau, sachant très bien que s'il avouait m'avoir donné cet ordre, il se prendrait une balle dans la tête. Il m'a donc accusé à sa place. C'était mon meilleur ami. On était cireurs de chaussures tous les deux quand on avait 12-13 ans. Il m'avait toujours dit « Le jour où je deviendrai un caïd, tu seras mon bras droit ». Il avait tenu parole. Pourtant, c'est lui qui m'a donné pour sauver sa peau et qui a failli me faire flinguer. Mais il ne faut pas longtemps avant que Tony Spilotro et son frère ne soient exécutés par la mafia. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais j'ai eu de la peine pour lui, parce qu'ils ont été battus à mort tous les deux. Pas une balle dans la tête, pas étranglés, pas poignardés, mais battus à mort à coups de poing et de batte de baseball. Chacun a vu l'autre mourir, et ça m'a fait de la peine. Les deux frères en même temps. J'avais grandi avec eux, et même s'il avait essayé de me tuer, j'étais mal. Pour les mafiosi américains, le respect des règles de la commission est une affaire de vie ou de mort. On ne peut jamais vraiment faire confiance à personne, même si on a grandi ensemble et qu'on est très proches. En général, c'est votre meilleur ami qui vous descend. Il y a de quoi s'inquiéter. Après tout, personne ne veut mourir. Alors il faut toujours être vigilant. La plupart des gens n'ont que 4 ou 5 amis proches dans toute leur vie. Un jour, j'ai fait une liste et j'en ai compté 56. Certains ont été tués par la police, mais la majorité d'entre eux, au moins 36, ont été abattus par la Outfit, le syndicat. De toute évidence, Carmine Galante se moquait perdument de la commission et de ses règles. À ses yeux, la mafia américaine est trop molle, et ses liens avec les Siciliens le rendent invincible. Et ce n'est pas le seul avantage de ses relations avec le vieux continent. Au début, ça n'a dérangé personne. Puis, peu à peu, le reste de la mafia a commencé à s'inquiéter. À force de se demander pourquoi ils faisaient venir tous ces zips, ils ont fini par additionner 2 et 2. Les Siciliens dirigeaient le trafic d'héroïne. Il y avait un réseau sicilien. Mais la mafia américaine n'en voulait pas, entre autres parce qu'elle pressentait qu'elle ne pourrait pas contrôler les zips. Les Siciliens raffinent et exportent l'héroïne. En les intégrant dans sa propre équipe, Galante s'est assuré une très grosse part du gâteau.
Vu ses projets concernant le trafic d'héroïne, plus il s'alliait avec les Siciliens, mieux c'était, puisque toute la source de l'approvisionnement était là-bas. À la fin des années 70, la mafia sicilienne a le monopole du trafic d'héroïne. Dans les rues américaines, les bénéfices qui en résultent se montent à 20 milliards de dollars par an. Mais Carmine Galante veut tout garder pour lui. Il est temps de réagir. Il était cupide. Il aurait pu reverser une partie des bénéfices aux Bonanno. Mais il ne partageait même pas avec ses propres hommes au sein de la famille. Il avait un ego surdimensionné et voulait être le grand chef. Il n'était pas question qu'on lui dise ce qu'il avait à faire. Il dirigeait sa famille et comptait mettre la main sur les autres aussi. C'est à cette époque qu'il s'est fait des ennemis mortels. Les autres chefs ne l'aimaient pas parce qu'il se prenait pour le caïd de la ville. Dans la rue, tout le monde savait que la guerre menaçait de plus en plus. Que si on ne l'arrêtait pas, son plan allait déclencher une guerre générale entre les familles. Pour les chefs des autres familles, Galante devient un problème incontournable. Seule la commission a toute autorité pour agir. Mais la solution sera inévitablement violente. Galante doit disparaître. Le 12 juillet 1979, Carmine Galante décide d'aller déjeuner au restaurant chez Joe & Marie sur Knickerbocker Avenue à Brooklyn. C'est un de ses endroits favoris. Le propriétaire est son cousin, il s'y sent en sécurité, d'autant qu'il est accompagné par ses 2 fidèles gardes du corps siciliens. On accède à une cour intérieure en traversant le restaurant. Ils étaient installés dehors, prêts à se mettre à table. Galante avec son éternel cigare à la bouche. 3 types ont jailli d'une voiture devant le restaurant, se sont précipités à l'intérieur et ont commencé à tirer. Galante est abattu et s'effondre sur le dos. Le cigare toujours vissé entre les dents. Voilà comment ils l'ont eu. Voici la une devenue célèbre que l'Amérique découvre le lendemain matin. L'ascension fulgurante de Carmine Galante s'est achevée dans une mare de sang. Carmine Galante a été exécuté aujourd'hui alors qu'il déjeunait dans un restaurant de Brooklyn. Un règlement de compte qui fait tomber l'homme le plus important du crime organisé dans ce pays. Leur mission accomplie, les tueurs s'enfuient. Mais par une incroyable coïncidence, l'un d'eux se rend tout droit dans un club, alors surveillé par la police. Ces images le montrent en train de faire son rapport aux membres de la commission. Mais les fédéraux ne sont pas au bout de leur surprise. Quand la police est arrivée sur les lieux du crime, ils ont tout de suite identifié le corps de Carmine Galante. Un homme âgé, le cigare vissé dans la bouche. Quand elle a commencé son enquête, elle a appris qu'il y avait 2 autres individus avec Galante, identifiés plus tard comme ses gardes du corps. Mais comme par miracle, eux s'en étaient tirés sans une égratignure. Les légistes ont extrait des balles de 5 calibres différents du corps de Galante. Or, les tueurs n'étaient que 3, ce qui nous a donné à penser que les 2 autres tireurs ne pouvaient être que Bonaventure et Amato. Autrement dit, les 2 gardes du corps que Galante avait fait venir de Sicile. À partir des indices retrouvés sur les lieux du crime, la police en a déduit que Bonaventure et Amato n'étaient pas là pour protéger Galante, mais pour s'assurer que son assassinat se déroulait comme prévu.
Au bout du compte, il a été trahi par ses propres hommes, ceux-là même qui étaient censés le protéger. Ce sont eux qui ont aidé ces assassins. Les Siciliens se sont finalement retournés contre Galante. De toute évidence, sa cupidité n'a pas contrarié que les membres de la commission. Les Siciliens arrivés en Amérique dans les années 60 et 70, qui participaient au trafic d'héroïne expédié de Sicile, voulaient le contrôle de toutes les opérations. Le message était très clair, c'est nous qui l'importons, on est impliqués dans le réseau de distribution, alors on veut une plus grosse part des bénéfices. Pour cette nouvelle génération de Siciliens, c'était comme ça que ça devait marcher, alors que Galante gardait la majeure partie du gâteau pour lui. L'assassinat de Galante renforce les soupçons du FBI. La décision d'éliminer un parrain signifie que les choses sont en train de bouger. 2 jeunes agents, Charlie Rooney et Carmine Russo, sont chargés de surveiller le clan Bonanno. C'est le secteur où mon partenaire Charlie Rooney et moi avons passé de nombreuses heures de planque. Les renseignements que l'on cherchait ne pouvaient se trouver que dans la rue. Il fallait donc qu'on soit les yeux et les oreilles du FBI dans la rue et qu'on essaye de découvrir l'identité et les plans de ces Siciliens. Un des membres du clan qui attire leur attention est Sal Catalano, propriétaire d'une boulangerie italienne dans le Queens. À force de recoupement, le FBI finit par comprendre que Catalano est un personnage clé du trafic d'héroïne. Sans arrêt, des paquets suspects, probablement de l'héroïne ou de l'argent, changent de main. Le bureau décide alors d'attendre dans l'espoir de faire tomber toute l'organisation. Une des choses qui intéressait au premier chef, le FBI et la police en général, c'était la façon dont il faisait entrer l'héroïne aux États-Unis. Au cours des 5 années suivantes, l'opération de surveillance de Russo et Rooney évolue jusqu'à devenir la plus grande enquête jamais menée par le FBI. Finalement, après avoir enregistré et transcrit plus de 55 000 écoutes téléphoniques, l'équipe de 400 agents réussit à comprendre comment la mafia introduit la drogue dans le pays. Ils utilisaient leurs entreprises comme couverture. Magasins de meubles, sociétés de construction, marbreries, etc. Et plus particulièrement leur pizzeria. Ils importaient des tomates pour la sauce. La mafia a mis la main sur d'innombrables pizzerias dans tout le pays, en confiant la gérance à des immigrants siciliens. L'opération est dirigée par Sal Catalano depuis sa boulangerie du Queens. Voici quelques-uns des restaurants alors impliqués dans le procès de la Pizza Connection, qui servait de couverture pour la distribution d'héroïne dans le pays. L'héroïne arrive aux États-Unis par de nombreuses voies et des méthodes souvent très ingénieuses. Des conserves de tomates ou des cartons de fromage sont bourrés d'héroïne pour une valeur de centaines de milliers de dollars. Mais le réseau des pizzerias ne s'occupe pas de la vente au détail. Les dealers de la mafia ne vendent jamais l'héroïne directement dans la rue. La drogue importée est coupée, puis vendue à des petits dealers qui opèrent dans la rue. De cette façon, les chefs mafieux restent soigneusement à l'écart de la partie sale du trafic. Les pizzerias permettent également à Catalano et ses hommes de blanchir les bénéfices de la drogue en les intégrant dans la recette des restaurants. C'était une sacrée couverture. Qui irait penser à une pizzeria? Quand on voit un type en train de faire tourner une pâte et préparer une pizza, on n'imagine pas qu'il soit mêlé à ça. Dealer pour le compte de la mafia, Henry Hill utilise régulièrement les pizzerias pour ses livraisons. J'allais manger une pizza dans un centre commercial en laissant ma voiture sur le parking et je repartais avec une autre voiture où était planquée la drogue. 4 jours plus tard, je revenais après avoir placé l'argent dans le coffre. Les preuves découvertes par le FBI impliquent les dirigeants de la mafia et permettent de remonter la filière jusqu'en Sicile. Salvatore Catalano était allié aux Corleone et au parrain de la mafia sicilienne, Toto Riina.
Catalano est venu en Amérique dans un but bien précis. Les Siciliens expédiaient leur production aux États-Unis et avaient besoin sur place de gens en qui ils avaient confiance pour mener leurs affaires à bien. Le pouvoir des Corléonais et de leur chef sans pitié Totorina s'étend désormais jusqu'en Amérique. Qui sait depuis combien de temps cela durait avant qu'on ne découvre le poteau rose? Si on est tombé sur toute l'opération, c'est principalement grâce à l'assassinat de Carmine Galante. Sans cela, je ne suis pas sûr qu'on se serait intéressé à eux à cette époque. Pendant ce temps, l'agent spécial Joe Piston n'a pas résolu son problème. Comment sortir vivant de son opération clandestine au sein de la mafia? Malgré la mort de Galante, Joe Piston continue de travailler pendant 2 ans sous l'identité de Donnie Brasco, jusqu'en 1981, où sa mission prend un tournant dangereux. Le chef du groupe de Piston, Sonny Black, est un dur à cuire. Pourtant, au fil des années, l'agent infiltré a fini par l'impressionner. Finalement, Sonny Black décide d'honorer Piston en faisant de lui un affranchi, un membre à part entière de la mafia. Le problème, c'est que Piston devra tuer quelqu'un. Sonny Black m'a donné un contrat. On ne refuse pas d'exécuter un contrat, sinon on se fait descendre soi-même. Ça fait partie des devoirs d'un mafioso. On ne tue pas pour de l'argent, mais parce qu'on est membre d'un groupe. J'ai donc accepté le contrat. Coup de bol, le type que je devais descendre était en cavale parce qu'il savait qu'il allait se faire buter. Je l'ai quand même poursuivi jusqu'en Floride avant de remonter à New York. Mais je ne l'ai pas trouvé parce qu'il se planquait. Par un étrange coup du sort, Piston est chargé d'abattre un des assassins de Carmine Galante. Mais l'exécution n'a pas lieu. Le FBI ne peut pas laisser un de ses agents commettre un meurtre. Le 26 juillet 1981, la mission de Joe Piston prend fin. Le FBI décide de révéler sa véritable identité à ses contacts au sein de la mafia. Sur ces photos, les agents du bureau sortent d'un bar fréquenté par la famille Bonanno, après avoir informé Lefty Ruggiero que son ami Donnie Brasco est un agent fédéral. Pour le groupe mafieux, les conséquences de cette nouvelle sont fatales. Sur cette photo, on voit Sonny Black en discuter avec des membres de son équipe. Quelques jours plus tard, il disparaît. L'année suivante, son corps est rejeté par la mer sur Staten Island. Il l'avait fourré dans un sac en plastique après lui avoir coupé les mains. Allusion au fait qu'il m'avait permis de serrer la main de vrais affranchis. Ces photos de Lefty Ruggiero sont prises juste après qu'il a découvert que Piston était un agent du FBI. Il sait qu'il est dans les ennuis jusqu'au cou. La mafia ne lui pardonnera jamais une telle erreur. Les Bonanno lancent un contrat sur lui. Mais le FBI parvient à lui mettre la main dessus avant eux. À la suite du témoignage de son ancien ami Joe Piston, Lefty Ruggiero est condamné à 20 ans de prison. Il meurt d'un cancer en novembre 1995. Au moins, il ne s'est pas fait descendre. Il a fait de la prison, mais il est resté en vie. Il a eu ce qu'il méritait. Lefty n'est pas devenu gangster à cause de moi, pas plus que Sonny et tous les autres gars. Ils l'étaient déjà bien avant, ils l'ont été de mon temps, et ils le sont restés après moi. Joe Piston a réussi à survivre sous une fausse identité pendant 6 ans. C'est long, surtout pour un agent infiltré au milieu de types parfaitement capables de le tuer, le démembrer et larguer les morceaux n'importe où. C'est difficile d'amener ces types à vous faire confiance à ce point.
À ma connaissance, il n'y a jamais eu d'autre agent du FBI qui ait failli être initié. Ils étaient prêts à la franchir. Mais il a fini par se prendre au truc. Ça a pris des années au gouvernement avant d'arriver à faire sauter un grand nombre de mafiosi. Et ça l'a presque détruit. Dans sa tête, il était à la fois un affranchi et un agent du FBI. À la fin de l'opération, Joe Piston passe les 5 années suivantes à témoigner contre ses anciens copains de la mafia. Puis en 1986, il quitte le FBI pour écrire son histoire. Mais son existence ne sera plus jamais la même. Aujourd'hui encore, il vit sous une identité d'emprunt pour des raisons de sécurité. La mafia a lancé un contrat contre moi dès la fin de l'opération, quand mon identité réelle a été révélée. Si ça m'inquiète, je n'y pense pas tous les jours. Je prends des précautions et je vis ma vie. Il arrivera ce qui doit arriver, que le meilleur gagne. Grâce au travail d'agents comme Joe Piston et Carmine Russo, l'enquête sur la Pizza Connection a sérieusement affaibli la mafia américaine. Mais celle-ci s'est considérablement enrichie grâce au trafic de stupéfiants. Il faudra plus que cela pour lui porter un coup fatal. Personne ne se doute alors que dans les années à venir, le revirement d'un capot va changer la donne et mettre à genoux les mafias américaines et siciliennes. Désormais, il est dans la position idéale pour monter un réseau de trafic d'héroïne encore plus important que la French Connection. Il est le chef de la famille Bonanno et parallèlement, le trafic s'est implanté en Sicile, où il a ses racines. Carmine Galante est né à New York, mais sa famille est originaire de la ville de Castellammare del Golfo, dans le nord-ouest de la Sicile. Les Siciliens ont commencé à émigrer en Amérique il y a un siècle, mais beaucoup de leurs descendants ont gardé des liens très forts avec leur pays d'origine. Galante ne fait pas exception. Il compte exploiter ses relations avec la mafia sicilienne pour prendre le monopole du marché américain de l'héroïne. C'est le début d'une ère nouvelle dans l'histoire de la mafia. Jusque-là, les organisations siciliennes et américaines opéraient indépendamment l'une de l'autre. La French Connection démantelée, la mafia sicilienne décide de s'emparer du créneau. Or, il n'y a pas plus rentable que le marché américain. Les Siciliens mettent sur pied un système sophistiqué pour acheminer les trafiquants de drogue et une réputation de gangsters durs et cruels. Un incident survenu à la prison de Lewisburg, où il purgeait une peine pour trafic de drogue, illustre bien sa personnalité. Ça s'est passé le jour du téléphone, quand les détenus faisaient la queue pour passer leur coup de fil. Il se trouvait dans une section regroupant les pires criminels noirs qu'on puisse imaginer, assassins, gros bras, etc. Il a remonté toute la queue et arraché le téléphone des mains d'un détenu noir en lui disant « Barre-toi de là ». Ils étaient 200 autour de lui. Pas un seul n'a osé moufter. Lorsque Galante sort de prison, la famille Bonanno est en pleine crise. Ses chefs sont en exil ou en prison. Sans personne pour s'opposer à lui, Carmine Galante devient le chef du clan Bonanno. Sa priorité est de mettre sur pied un réseau de trafic d'héroïne. En 5 ans à peine, il transforme le visage de la mafia américaine. Avec lui, elle entre dans une ère de bénéfices et de violence sans précédent. Dans les années 60, l'histoire de la mafia prit un tour radicalement différent, quand l'organisation sicilienne décida d'inonder le marché des États-Unis avec une drogue extrêmement dangereuse, l'héroïne.
Grâce à elle, la mafia devint une organisation internationale, engrangeant des sommes véritablement colossales. Mais ce qui fit sa richesse fut aussi le germe de sa destruction. Dans les rues s'affrontèrent une nouvelle génération de mafiosi impitoyables et de policiers désormais prêts à tous les risques pour infiltrer la mafia. L'enjeu de cette guerre sans merci, des milliards de dollars, des millions de vies et l'avenir même de l'Amérique. À la fin des années 60, la toxicomanie est en hausse dans les villes américaines et le taux de criminalité augmente. Drogue. Par bateau, leurs fournisseurs pakistanais expédient l'opium semi-brut d'Asie via la Turquie jusqu'au lieu de rendez-vous au large des côtes siciliennes. Un émetteur ancré sur le fond marin prévient les Siciliens de l'arrivée du bateau. Une fois la nuit tombée, un hors-bord va chercher la cargaison. L'opium base est transformé en héroïne dans les laboratoires clandestins dans l'ouest de l'île. Des 3 chefs siciliens qui dirigent ce commerce en pleine expansion, l'un d'eux est nettement plus ambitieux, cupide et dangereux que les 2 autres. Toto Riina. Cet homme a l'intention de remanier la mafia sicilienne, tout comme Carmine Galante a remanié la mafia américaine. Cosa Nostra a toujours affirmé respecter le code d'honneur, n'assassinant que par nécessité et évitant de tuer des innocents, des femmes et des enfants. Mais Riina méprise ces règles cardinales. Toto Riina a toujours été un homme bruyant, parlant très fort. Il était extrêmement violent. Il a fondé son empire. Le gouvernement se voit obligé de prendre des mesures. En 1971, le président Nixon déclare la guerre à la drogue. Un an plus tard, les forces de police remportent une bataille décisive en démantelant la French Connection, un réseau de trafiquants basé à Marseille. Les laboratoires français fournissaient de telles quantités au marché américain que leur disparition provoque une véritable pénurie dans les rues. Personne ne se doute que ce succès va provoquer un désastre. Cette offensive contre la French Connection va indirectement laisser la voie libre à une organisation bien plus dangereuse, la mafia sicilienne. Dans les années qui suivent, celle-ci va s'emparer du marché et nouer des liens avec un des mafiosi les plus craints des États-Unis, Carmine Galante. En 1974, 2 ans après le démantèlement du réseau français, Carmine Galante sort de prison, prêt à submerger l'Amérique sous une nouvelle source d'approvisionnement en héroïne. Grâce à lui, la mafia devient une entreprise internationale de trafic de drogue. Membre de la famille Bonanno, Carmine Galante a un lourd passé de